Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer le point 13.4.2 du chapitre 13 ici, et on va parler donc des lois normales au pluriel, c'est-à-dire que cette fois on va plus se restreindre à la loi normale centrée réduite de paramètres 0,1, mais avoir des paramètres mu et sigma carré, on verra, quelconque. Donc, on va dire que on va commencer par définir ce qu'est la loi normale de paramètres mu et sigma. Alors, attention, là, regardez, il y a une petite bizarrerie, ou pas, ça dépend comment on choisit de considérer les choses, mais là, vous avez un sigma carré quand on parle de la loi. Donc, si on vous parle de la loi normale de paramètres 0, 2, il faudra bien avoir en tête que votre écart type sigma, ce sera racine de 2. D'accord? Donc, cette loi normale de paramètres mu sigma, on l'a quand la variable aléatoire qui est associée à cette loi normale, donc ici grand X, est telle que la variable aléatoire z égale x moins mu sur sigma est une variable aléatoire centrée réduite, ça on le sait, qui va suivre la loi normale centrée réduite. D'accord? Alors maintenant, concernant donc on prend une variable aléatoire x qui suit une loi normale de paramètres mu sigma 2, sa densité, là voilà, la formule est belle, hein, je vous rassure, c'est pas une formule à connaître en terminale. La courbe de la fonction densité, c'est également une courbe en cloche, comme pour la fonction densité de la loi normale. On appelle ça une gaussienne, ou une courbe de Gauss, ou une courbe en cloche. Et elle va également avoir, comme pour le cas de la loi normale centrée réduite, un axe de symétrie, cette courbe, qui ici est pour x égale mu. D'accord? Et un petit peu pareil qu'on le faisait pour la loi normale centrée réduite, on va pouvoir utiliser les propriétés de symétrie pour calculer plus facilement certaines probabilités. Donc déjà, première chose qui ressort, c'est qu'on comprend que la probabilité d'être supérieure à 1,5, d'être supérieure à mu est égale à 1,5, que la probabilité d'être inférieure à mu est égale à 1,5. Ces deux zones-là, comme pour la loi normale, celle-là et celle-là, sont les mêmes. Et puisque c'est les mêmes et que leur somme vaut 1, bah chacune vaut 1,5. Moi, je vous conseille ça peut être pas mal quand ça devient, en fonction des exercices, d'assurer la partie qui est la partie considérée dans votre proba. C'est quelque chose qui peut permettre de faciliter un petit peu les choses parfois. Pour calculer les probas d'une variable aléatoire qui suit une loi normale centrée, pas centrée réduite justement, mais une loi normale, on va rarement utiliser la définition, on va jamais le faire en fait. On pourrait utiliser la définition et se ramener à une loi normale centrée réduite. Alors ça, c'est ce qu'on faisait beaucoup avant, quand on avait des tables de valeurs qui étaient des tables de valeurs pour la normale centrée réduite. Et du coup, on se ramenait à une centrée réduite pour faire les calculs avec la centrée réduite, et après on en déduisait les choses pour la variable aléatoire non centrée réduite. Ici, nous, elle est centrée. Maintenant, on a un outil qui est plus simple, qui est la calculatrice, vraiment, et ça va être ou le tableur ou le logiciel GeoGebra par exemple, qui vont permettre de faire les choses d'une façon vraiment très efficace et très simple. On précise dans le logiciel ce que sont nos paramètres mu et sigma à la place du 0,1 et ça fait les choses très bien. Donc vous voyez au passage là, ce qui est un peu particulier, c'est que nous on l'a défini avec mu et sigma carré comme paramètres, mais dans vos calculettes on va prendre sigma. Donc il faut bien faire attention à ça et l'avoir en tête. Je vous montre quand même comment on se ramène un calcul avec une loi centrée réduite quand on a une loi normale quelconque. Donc ici, x va suivre la loi normale de paramètres 2 et 3 au carré, et on veut déterminer la probabilité que x soit entre moins 1 et 3. L'idée, c'est de se dire, bah voilà, mon x qui est ici, je vais en déduire une variable centrée réduite. On sait que pour centrer réduire, on enlève l'espérance, et ensuite on divise par l'écart type. Donc c'est ce que je fais ici. Je fais moins 2 pour enlever l'espérance, et je vais enlever, donc on verra que sigma c'est bien l'écart type de notre loi normale de paramètres mu sigma carré là. Et ensuite je divise par mon écart type. Du coup cette variable y
que je définis comme étant x moins 2 sur 3 suit la loi normale de paramètre 0,1. Donc finalement, la probabilité pour x d'être entre moins 1 et 3, c'est la même que la probabilité pour y d'être entre moins 1 et 1 tiers. Le moins 1 ici, c'est par hasard qu'on se retrouve sur le même. En général, c'est pas le même. Et le 1 tiers, c'est pareil, c'est pas en général l'inverse. Il faut faire ce processus-là pour arriver à obtenir ce qu'on veut. Et donc là, on peut utiliser ce qu'on avait déjà vu sur la loi normale centrée réduite. Je vous disais donc la calculette, on peut l'utiliser aussi. Je vous conseille de le vérifier, par exemple, que vous trouvez la même chose avec la calculatrice en rentrant les paramètres mu et sigma. Comme précédemment, quand vous avez à déterminer supérieur à ou x inférieur à quelque chose, la probabilité d'avoir x inférieur à quelque chose, vous pouvez utiliser cette petite astuce-là, enfin astuce entre guillemets, hein, c'est une valeur approchée qu'on va obtenir, c'est-à-dire que dire qu'on est entre ici a et 10 exposant 99, ou ici entre moins 10 exposant 99 et a. Ou bien, c'est mieux, entre guillemets, de faire comme ça. Les profs de maths vont souvent préférer voir ça, mais honnêtement, il n'y a pas une grosse différence, vous trouverez le même résultat. Pour être supérieur à A, vous pouvez utiliser ça et donc le faire avec 0 ici. Enfin, pas avec 0, mais avec mu, pardon. Ce qu'on faisait avec 0, on le fait avec mu maintenant. Quand on reprend le graphique, on comprend que la probabilité d'être supérieur à A, si on prend un A par exemple là, ça va être la probabilité d'être ici, et ça on sait que c'est 0,5, plus la probabilité d'être plus la probabilité qui correspond à cette zone, d'être entre mu et A. D'accord? Voilà pourquoi on peut écrire les choses comme ça. Alors évidemment, là, il y a, je vous dis, la probabilité d'être x. Est-ce que je vous ai écrit quoi là? La probabilité pour x d'être entre mu et a. On va essayer de voir ce que j'ai mis précisément. Donc là, on a une courbe, hop, ici, avec mu. Et on a un a qui est supérieur à mu, ici. Donc, je vous dis la probabilité, là, pour x d'être entre mu et a, plus la probabilité d'être... Ah oui, on cherchait supérieur à a, pardon. Là, je vous ai fait avec inférieur à a. Donc, la probabilité d'être supérieur à a, c'est ce qu'on va avoir ici. Hop, et donc, si vous ajoutez là le bleu et le vert, vous avez un demi. Et donc, la probabilité d'être supérieur à a, pour l'avoir, il faut faire un demi moins la probabilité ici qu'on va avoir en bleu, la vert en bleu. Dans l'explication que vous avez faite juste avant, je vous avais fait avec du inférieur à, et j'avais fait la somme. Bon, vous avez vu que tout marche, il suffit de savoir de quoi on parle, et c'est bon. On poursuit avec un exemple. Donc là, vous essayerez avec vos calculettes de déterminer à chaque fois les probabilités d'être inférieur, supérieur. Donc là, vous pouvez le refaire comme ça. Vous pouvez le faire avec la calculette. Vous pouvez essayer de le refaire avec la loi normale centrée réduite pour voir si ça marche. Pas de difficulté particulière pour faire ça, il faut juste s'entraîner. Propriété donc qui est à connaître évidemment, c'est que quand vous avez vos paramètres de votre loi normale qui sont mu et sigma carré, mu c'est l'espérance et sigma carré c'est la variance. Et donc sigma c'est sigma l'écart. La démonstration on la voit pas puisqu'on n'a pas vu nous ce qui se passait pour des intégrales avec des bornes infinies. Mais si on l'étend aux bornes infinies, c'est pas spécialement compliqué à démontrer. Alors là ici, un petit point intéressant pour avoir visuellement à quoi correspondent ces paramètres. Donc je vous ai fait plusieurs, enfin j'ai repris sur un ouvrage le cas de plusieurs paramètres mu et sigma. Et j'ai tracé, ici la courbe des fonctions de densité qui correspondent. Donc on s'aperçoit, donc si vous regardez par exemple pour celle qui est en rouge foncé ici,
que pour un mu égal à 8, on a ici évidemment notre symétrie et que notre valeur maximale est atteinte là au niveau du 8. Si on a un mu qui est égal à 10, ça décale et on va avoir ici nos trois courbes qui vont avoir un axe de symétrie pour x égale à 10. L'équation x égale à 10. Et donc on comprend que mu ça va décaler, plus vous avez un mu grand, plus vous allez être décalé vers la droite, plus vous avez un mu petit, plus vous allez être décalé vers la gauche. Et après, comment agit le sigma dans l'histoire? Sigma, on comprend que c'est l'écart type, enfin on sait que c'est l'écart type. Donc on comprend que plus l'écart type est grand, plus on va avoir une dispersion par rapport à la moyenne. Donc là, ça se traduit assez clairement ici. Si vous avez mu qui est égal à 1, vous avez une courbe qui est relativement resserrée, ici là, par rapport à votre moyenne. Si vous avez mu qui est égal à 2, on voit que c'est un petit peu plus étendu. Vous voyez? Et si vous avez mu qui est égal à 5, alors on a une courbe qui est vraiment plus aplatie. Donc ça traduit le fait qu'on va avoir une probabilité plus importante de s'écarter de la moyenne. Ok. On avait parlé de ça un petit peu au début, donc effectivement, sous certaines conditions, alors là, dans l'énoncé, je crois que c'est dans le programme, on vous met ces conditions-là, pour avoir une approximation convenable de la loi binomiale par la loi normale de paramètres. Évidemment, si c'est une binomiale de paramètres NP, là c'est l'espérance, et là c'est l'écart type au carré. D'accord? Je vous parle pas de correction de continuité, on pourrait évoquer la correction de continuité pour avoir des choses un petit peu plus correctes au niveau de l'approximation. On en reparlera peut-être à travers des exercices, je suis pas sûr. Ces valeurs-là sont censées être à connaître aussi. Alors c'est des valeurs que vous retrouvez de toute façon avec la calculatrice, hein. Mais ça fait ça fait partie des valeurs censées être connues. L'idée c'est que vous ayez une notion un petit peu des probabilités quand vous écartez de la valeur moyenne de quelques écarts types, quoi. Là, si vous écartez d'un écart type de chaque côté de la moyenne, la probabilité d'être dans cette zone-là, elle est de 0,68. Et on comprend que si on s'écarte de 2, très vite, la probabilité devient très forte. Vous voyez, quand on s'écarte de 2, on a une probabilité de 0,954 d'être dans la zone. Et si on s'écarte de 3, la probabilité est encore plus forte. D'accord? Voilà ce que ça traduit ici. Du coup, ça peut permettre dans certaines situations de ne pas avoir de calcul à faire si vous connaissez ces valeurs-là. Là, on repère que pour une loi normale de paramètres 10 et 1,5, là, on s'est écarté de 1 sigma à chaque fois. D'ailleurs, j'aurais dû mettre 1,5 au carré, là, si on suit votre... Là, c'est 1,5 au carré, si on suit le programme, au niveau de la notation. Donc, si on s'écarte de 1 sigma à chaque fois, on a 0,68. Là, on s'est écarté de 2 sigma et là, 3 sigma pour retrouver les valeurs qu'on avait ici. Bon, rien de bien particulier. Je termine avec un exemple de méthode. Alors, méthode entre guillemets, hein, parce que c'est plus un exemple que je pouvais vous montrer pour que vous ne soyez pas désemparés face à un exercice comme ça. On va voir que en centrant et réduisant une variable aléatoire de paramètres inconnus, on va pouvoir travailler avec la loi de paramètres 0,1 et du coup en déduire les paramètres de notre variable aléatoire. Vous allez voir ce que je veux dire. Donc ici on prend un exemple dans lequel on a une loi normale qui modélise le temps en secondes mis par un sportif pour parcourir 100 mètres. Les paramètres, on ne les connaît pas, mu et sigma. Par contre, on a des renseignements sur les performances du sportif. Il a fait des calculs et il a constaté qu'en moyenne, il mettait 13 secondes pour parcourir les 100 mètres. Donc déjà, si on sait qu'en moyenne, il va mettre 13 secondes, on va en déduire que mu égale à 13. Ça va pas être très compliqué. Et par contre, ce qui va être moins évident, c'est ça, c'est qu'il a constaté qu'il arrive à descendre en dessous des 12 secondes pour 5% des courses. Et on veut déterminer mu et sigma. Donc on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire intervenir cette information ici. Hop. Donc
s'il arrive à... Non, on va repartir de ce qui est là. Donc là, on a dit un mu vaut 13, pas de problème. L'énoncé nous dit qu'il parcourt les 100 mètres en moins de 12 secondes avec une probabilité de 5%. Enfin, avec une valeur de 5% des fois, quoi. Donc on a une probabilité d'être inférieur à 12 qui est de 5%. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se ramener à une variable centrée réduite ici. Donc pour centrée réduite, on fait moins 13 et on divise par l'écart type. Z va alors suivre la loi normale centrée réduite. Et maintenant on va traduire ce t inférieur à 12 pour l'écrire en fonction de z. T inférieur à 12, si vous avez t inférieur à 12, vous pouvez enlever 13 pour avoir t moins 13 inférieur à moins 1, et après on divise par sigma, tout ça qui est positif, pas de problème. Donc t inférieur à 12, ça équivaut à z ici inférieur à moins 1 sur sigma. Donc la probabilité d'être inférieur à 12 est la même que la probabilité pour z d'être inférieur à moins 1 sur sigma, qui est donc 0,05. Et nous, avec la calculatrice, on a vu comment on pouvait trouver la valeur d'un certain u, telle que la probabilité pour z d'être inférieure à u soit égale à 0,05. Donc on trouve ici la valeur de u avec la calculatrice. Donc là on trouve pour u moins 1,645. Ça c'est le moins 1 sur sigma. Et donc on en déduit sigma. Et ainsi on a notre paramètre pour notre loi normale. Sigma qui va être environ 0,608. Voilà ce qui termine ce chapitre.